Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour Planète Trump, votre grand rendez-vous avec la politique américaine. Une politique américaine complètement folle, tellement le président Donald Trump bouleverse le monde quasiment tous les jours. On est ensemble pour une petite heure, pour revenir sur toutes ces actualités qui ont marqué la semaine aux États-Unis. Et avant de prendre le temps d'analyser tout ça, évidemment, j'ai comme chaque semaine sélectionné les 3 actualités qui m'ont marqué. Et j'ai envie de commencer par cette scène complètement improbable qui a fait le tour du monde. Nous sommes à l'aéroport Ronald Reagan à Washington, vous allez le voir, avec une démonstration plutôt insolite de Robert Kennedy Jr. lors du lancement de la nouvelle initiative Make America Healthy Again, une initiative qui promeut notamment des mini-salles de sport dans les aéroports et une alimentation saine. Et donc, vous le voyez, Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé américain, ultra polémique, rappelons-le, était accompagné de Sean Duffy, le ministre des Transports, et il s'est mis à faire une série de tractions devant les voyageurs médusés. Et pour le coup, c'est plutôt impressionnant de pouvoir faire ça à 71 ans et en chemise et en cravate en plus. Rappelons que Kennedy, il mène une lutte contre la malbouffe aux États-Unis. Il s'est engagé aussi à ce que tous les aéroports proposent des aliments frais et complets aux voyageurs. C'est évidemment une très bonne initiative, même si ça fait sourire une partie des Américains qui connaissent finalement leur ministre vaccino-sceptique. Autre actualité qui a marqué la semaine. Rappelez-vous, Donald Trump qui attaque la semaine dernière la Somalie en parlant du pire pays du monde. Eh bien, il a mis ça le président américain. And I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. Il y a plusieurs centaines de milliers de Somaliens aux États-Unis. On se demande un peu comment ils vont prendre ces attaques répétées. Et pour éviter d'avoir des mauvaises personnes qui viennent aux États-Unis, des gens qui puent par exemple, eh bien voici le retour de la Trump Gold Card. Alors c'est quoi cette Gold Card ? Eh bien c'est un visa américain accordé à ceux qui peuvent démontrer qu'ils apporteront, écoutez bien, un bénéfice substantiel au pays. C'est une sorte de programme qui offre une procédure accélérée pour obtenir un visa. Mais attention, je ne suis pas sûr que ni vous ni moi ne pouvons nous le permettre, parce que pour avoir cette Gold Card, il vous faudra débourser au moins $1 million. Et ces $1 million, finalement, c'est la preuve que vous allez pouvoir amener quelque chose aux États-Unis. Pour les entreprises, ça sera plutôt $2 millions. Et attention, parce que bientôt, c'est la carte platine qui va arriver, une carte qui offre des avantages fiscaux spécifiques pour la modique somme de $5 millions. Est-ce que ça favorise injustement les personnes fortunées, comme le disent les démocrates ? Certainement, mais ça, Donald Trump, eh bien, ce n'est pas son problème. Et puis, en parlant de visa, l'administration Trump veut exiger à présent des visiteurs étrangers exemptés de visa qu'ils fournissent l'historique de leurs activités sur les réseaux sociaux depuis 5 ans, et ça nous concerne, nous Belges, puisque nous faisons partie de ces 42 pays qui ont le droit de voyager aux États-Unis pendant 90 jours sans visa, à condition évidemment d'obtenir le visa électronique qu'on appelle l'ESTA. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, vous devrez aussi dévoiler les numéros de téléphone utilisés ces 5 dernières années, vos différentes adresses mail des 10 dernières années, mais aussi des infos sur les membres de votre famille, comme les noms, les numéros, les dates de naissance, les lieux de naissance ou encore leur adresse de résidence. Et cette proposition, elle inquiète puisqu'elle survient alors que les États-Unis vont accueillir avec le Canada et le Mexique la Coupe du monde de football, et qui doit donc attirer des centaines de milliers de supporters du monde entier. Et tout ce que je viens de vous dire va évidemment avoir un impact sur le secteur touristique aux États-Unis, un tourisme qui tourne plutôt mal en ce moment. On parle d'un déclin des voyageurs étrangers, refroidi notamment par la politique du président américain. La preuve, l'association professionnelle du voyage américain prévoit une baisse de 6,3% des arrivées de touristes étrangers en 2025 par rapport à 2024. Et je vous ai trouvé notamment ces graphiques du Financial Times qui révèlent l'ampleur du désamour avec les États-Unis qui accusent un manque à gagner d'au moins $30 milliards. Et vous voyez pour chaque pays cette chute pour 2025. Et puis pour terminer, on parle beaucoup de ICE et de leur méthode. ICE, c'est la police fédérale d'immigration, responsable aussi des expulsions. Eh bien, je vous emmène à une audition devant la commission de la sécurité nationale de la Chambre des représentants, où des élus démocrates accusent la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, d'ordonner des arrestations massives et indiscriminées pour appliquer la politique d'expulsion de Donald Trump. Ils dénoncent l'interpellation d'immigrés non criminels, de résidents légaux et de citoyens américains, parfois même des vétérans de l'armée américaine. Regardez. How many United States military veterans have you deported? Sir, we have not deported U.S. citizens or military veterans. I don't believe you served in the military. I haven't either, but I think you and I can agree that as Americans, we owe everything to those who have served our country in uniform, particularly those who have served in combat. Do you agree with that?
Et avant de voir la réponse, regardez le petit écran qui est apparu là, derrière lui. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être, la réponse? Sir, I believe that people that are in this United States that are citizens have legal status here. Those Madam Secretary, we are joined on Zoom by a gentleman named Se-Jun Park. He is a United States Army combat veteran who was shot twice while serving our country in Panama in 1989. Like many veterans, he struggled with PTSD and substance abuse after his service. He was arrested in the 1990s for some minor drug offenses, nothing serious. He never hurt anyone besides himself, and he's been clean and sober for 14 years. He is a combat veteran, a Purple Heart recipient. He has sacrificed more for this country than most people ever have. Earlier this year, you deported him to Korea, a country he hasn't lived in since he was 7 years old. Sir, I believe that Elle a plutôt passé un mauvais moment, évidemment, Christine Noem, et on verra après le mandat de Donald Trump comment ça se finira pour tous ceux qui l'ont suivi les yeux fermés. On va maintenant entrer dans les détails. On va s'intéresser à ce nouveau document qui concerne la stratégie de sécurité nationale américaine, où l'Europe, vous allez le voir, en prend pour son grade. On va aussi revenir sur ce rachat de la Warner par Netflix pour tout vous expliquer, parce qu'évidemment, Donald Trump n'a pas dit son dernier mot, et on fera le tour de toutes ces images qui ont marqué la semaine. Installez-vous bien confortablement, c'est ce qui vous attend tout de suite dans Planète Trump. Depuis l'année dernière, nous vivons toutes et tous à nouveau sur la planète Trump, tellement chaque mot prononcé par le président américain, chaque geste du leader de la première puissance mondiale a un impact sur le monde entier, et notamment sur vous qui nous regardez. Merci d'être au rendez-vous de la politique américaine. On va prendre le temps de revenir sur tous les grands moments qui ont rythmé cette semaine, et pour bien tout comprendre, j'ai avec moi évidemment deux experts des États-Unis. Tout d'abord, bonsoir Stéphane Rosenblatt. Bonsoir Jim. Notre consultant pour les matières internationales, spécialiste des États-Unis. À vos côtés, c'est Nicolas Beigard qui est présent. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Politologue et professeur de communication politique à l'IEX, à l'ULB et à Sciences Po Paris. On va évidemment s'intéresser à ce qui a fait la une de la presse quasiment toute la semaine, ce document de stratégie de sécurité nationale américain, un document de 33 pages, mais on va vraiment se concentrer sur les 3 pages qui concernent l'Union européenne et la guerre en Ukraine. Commençons par ces explications qui vous sont données par Clara Grégoire. C'est un document d'une trentaine de pages, un texte qui résume la vision de Donald Trump et de son administration. Mais si l'exercice est classique, il marque cette fois une rupture historique entre les États-Unis et l'allié traditionnel européen. D'après le document, l'Europe sera méconnaissable dans 20 ans au moins et serait menacée d'effacement civilisationnel. En cause, selon lui, une censure de la liberté d'expression, mais aussi les politiques migratoires. Europe has to be very careful. They're doing a lot of things. We want to keep Europe Europe. Europe is going in some bad directions. Jamais encore un document officiel de ce type n'avait réservé un tel sort aux alliés européens. Sur 33 pages d'ailleurs, seuls 2,5 sont consacrés au vieux continent. Mais si certains dirigeants européens ont dénoncé le ton de l'administration Trump, d'autres, comme Kaja Kallas, ont préféré faire profil bas. You know, US is still our biggest ally, and there I read it as well that we are still the biggest ally, and it's in the interest of United States as well that Europe lasts. Autre critique contre les Européens, leurs attentes jugées irréalistes concernant la guerre en Ukraine. Le document n'évoque pas non plus la responsabilité de Moscou, ni ses actions de déstabilisation. Au contraire, Washington montre plutôt son intérêt à rétablir des relations stables avec la Russie. Des propos salués par le Kremlin. И, конечно, сейчас президент Трамп силен с точки зрения внутриполитических позиций, и это дает ему возможность корректировать в соответствии со своим видением концепцию. Те корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению. Le document stratégique dessine un objectif clair, se recentrer sur l'intérêt national. Le tout en se montrant extrêmement virulent envers les adversaires des États-Unis et en tournant le dos aux alliances historiques. Stéphane Rosenblatt, que penser de ce document officiel de l'administration Trump? Certains disent que l'Amérique abandonne l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors d'abord qu'il est officiel, comme son nom l'indique, ce qui ne veut pas dire que ce qu'il y a dedans n'était pas quelque chose qui avait déjà été dit, redit, n'était pas connu. Mais là c'est écrit noir sur blanc. On l'a répété chaque semaine dans Planète Trump. Un des mérites de Donald Trump, c'est de dire les choses clairement, de les dire haut,
et que généralement ce qui se passe a été à un moment ou un autre dit avec une clarté vraiment de cristal dans un de ses discours ou un de ses écrits. C'est ce qu'on retrouve ici. La différence, c'est qu'ici, comme vous dites, c'est un document officiel qui est là pour l'histoire et qui officialise finalement cette vision trumpiste, MAGA. Est-ce que c'est une vision stratégique au sens classique du terme, c'est-à-dire un document géostratégique? Est-ce que c'est un pamphlet MAGA? Est-ce que c'est un document politique? Bon, ça, c'est ce qui est propre justement à Donald Trump et au mouvement MAGA, c'est qu'on est en permanence dans des évaluations, voilà, où on mélange un petit peu les genres. Maintenant, ce qui est clair, puisqu'on se concentre, comme vous dites, ici aujourd'hui sur l'Europe, c'est que ça marque, oui, une rupture qui est une rupture historique, voyant, et là c'est pas nouveau, que l'Europe, évidemment, dans son côté multilatéral, multinational, d'un espace politique, est un adversaire et correspond finalement à l'inverse de l'aspect souverainiste et nationaliste que représente le mouvement MAGA aux États-Unis, que cet aspect multinational, multilatéral est un danger, pensent les Américains, par le fait qu'évidemment, il affaiblit, pense-t-il évidemment, l'Europe comme première ligne de défense et première ligne de marché économique indispensable, ça il le répète, pour les grandes entreprises américaines, et que finalement cette vision de civilisationnelle, en tout cas en voie de disparition, est un danger pour cette première ligne que ça devrait représenter. Et puis la nouveauté, c'est évidemment la virulence politique, cette analyse à nouveau civilisationnelle sur l'autodestruction de l'Europe pour des questions vraiment de civilisation liées à l'immigration, liées entre autres, liées à nouveau à des pouvoirs qu'il décrit comme des pouvoirs faibles, et à l'Europe qui n'est pas capable finalement de prendre des décisions. Et donc il identifie clairement les choses avec une volonté, c'est de mettre fin évidemment à cet espace européen, d'intervenir très clairement auprès des mouvements, dit-il, souverainistes, c'est-à-dire les partis d'extrême droite, pour qu'ils remportent les élections et qu'ils deviennent donc, en Europe, ce qu'il recherche, c'est-à-dire une Europe qui soit à l'image de ce qu'il veut faire aux États-Unis depuis son accession au pouvoir. Ouais, peut-être le seul élément qui est un tout petit peu rassurant quand même, c'est qu'ils vont à nouveau répéter l'importance stratégique de l'Union européenne, plutôt de l'Europe, pour évidemment les intérêts américains à l'étranger. Nicolas Beggart, comment vous analysez ce document? Est-ce qu'on peut parler ici d'un vrai reality check pour l'Union européenne et pour l'Europe dans son entièreté? Oui, on peut en faire une lecture communicationnelle, effectivement, et c'est un... Enfin, on va recentrer effectivement l'agenda international sur America First. Donc là aussi, il y a eu toute une série de ballons d'essai, notamment les conférences de J.D. Vance, Munich notamment. Je dirais qu'ici, finalement, on n'est pas seulement face à un document de sécurité ou de stratégie, on est vraiment dans un acte de communication massif, puisque l'idée c'est de reconfigurer les rôles à l'international. Donc on est dans la géopolitique avec les États-Unis qui jouent le rôle d'arbitre, on le voit notamment avec la Russie, l'Europe qui est présentée comme une entité désorientée, on a des nouveaux cadres de légitimité qui s'imposent avec d'un côté la souveraineté nationale qui devient le nouveau paradigme à suivre versus les grandes institutions transnationales. On le sait, ils n'aiment pas ces constructions, y compris l'OTAN qui en prend pour son grade, et puis il y a toute une série d'enjeux, on pourrait dire oui, civilisationnel, émotionnel, cette idée de déclin, une Europe qui ne ressemble plus à ce qu'elle était. Certains ont parlé de la théorie du grand remplacement, en disant qu'il y a un effondrement des valeurs traditionnelles et c'est pas l'image de l'Amérique chrétienne et blanche que désire Donald Trump. Il faut être très clair, on est dans un storytelling qui très clairement lie l'Europe sous le prisme d'un remplacement ethno-centré, donc avec la dimension ethnique qui est clairement importante ici. On fustige le politiquement correct qui empêche l'Union européenne de se défendre contre le remplacement, contre la substitution de peuples, et donc on est très clairement ici dans une vision de défense de la civilisation occidentale, et je pense que Donald Trump voit encore le lien, on le voit d'ailleurs dans le document où il cite également l'Irlande, il cite le Royaume-Uni en disant qu'il y a toujours là un espace à préserver, il y a une culture à préserver, une civilisation à défendre, et donc c'est vrai que ce qui était en 2017 une posture rhétorique, on parlait d'America First, donc ça revenait, c'est une sorte de gimmick chez Trump. Ici, ça devient très clairement une grammaire officielle, avec un recentrage aussi sur la prospérité intérieure, parce qu'on parle surôt de la Chine dans ce document. Ouais. Attention, on parle un peu de l'Europe, mais on parle surtout de la Chine. 3 petites pages, même pas, sur les 33. Alors de l'Afrique, c'est une demi-page. Donc, et il y a bien sûr une méfiance envers le multilatéralisme, mais
aussi, il y a un soutien, et ça c'est peut-être plus explicite, on parlait d'ingérence, on va peut-être en reparler, On va en parler. sur les partis en fait ou en tout cas les forces politiques européennes décrites comme patriotes et qui en fait acceptent ce cahier des charges, ou en tout cas sont dans le même narratif de défense de la civilisation européenne. Stéphane, beaucoup de gens se posent la question de savoir comment considérer aujourd'hui l'Amérique de Trump. Certains parlent toujours d'alliés, évidemment, on l'a entendu avec Calas, et je voudrais bien vous entendre là-dessus, notamment sur la réaction européenne qualifiée de timide par certains. D'autres parlent d'adversaires aujourd'hui, d'ennemis. Certains se posent la question de savoir si c'est un moment Trump ou si ça va au-delà, et on parlerait ici de vraie rupture. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'a dit aussi Nicolas Bellegarde sur J.D. Vance, son discours à Munich. Est-ce qu'aujourd'hui, ce document, Stéphane, change ou doit changer quoi que ce soit dans nos relations avec l'Amérique de Trump, selon vous ? Ben, on a beaucoup dit que c'était un wake-up call, comme on dit, c'est-à-dire c'est un signal, peut-être le dernier signal du réveil. Ça en fait beaucoup quand même, là, déjà. Et là, on en a eu un certain nombre. Mais là, si aujourd'hui on ne le saisit pas, c'est que vraiment, on ne veut pas se réveiller. Donc, en l'occurrence, l'Europe, elle est coincée. Elle est en étau aujourd'hui entre une Russie et des États-Unis qui, en tout cas, sur le plan de la vision sociétale, sont à peu près sur la même longueur d'onde, ce qui n'était quand même pas le cas dans les notes de stratégie qui défendaient peu ou prou dans les administrations précédentes. Ça a toujours été une mise en avant des intérêts américains. La grosse différence, c'est qu'on ne parle plus du tout des valeurs communes. Il n'y a plus de valeurs communes entre une Europe occidentale qui, au contraire, est une adversaire en danger de disparition et qui donc affaiblit à nouveau la digue, la première ligne, comme je le disais, des États-Unis. Et c'est là qu'effectivement est l'énorme changement. Maintenant, adversaire, on l'a dit aussi, vous prenez le dernier document des services de renseignement danois sur les adversaires du Danemark. Alors évidemment, il y a le cas spécifique. Au même titre que la Russie. Ils sont maintenant les États-Unis ennemis comme la Russie. Du Groenland. Enfin, vous avez donc là un pays de l'OTAN qui aujourd'hui se retrouve avec deux adversaires existentiels. L'un qui a juré par tous les moyens, les États-Unis, de récupérer le Groenland et si c'est nécessaire par des moyens militaires. Donc c'est une déstabilisation majeure pour un pays de l'Union européenne. Et de l'autre côté, le danger existentiel que les pays du nord de l'Europe ont estimé trouver dans la Russie. Donc oui, c'est un changement qui est un changement assez radical, mais à nouveau, on le voit bien dans les réactions. L'Europe ne peut pas se passer de cette alliance, même si c'est une alliance militaire, économique, et n'est plus une alliance de vision de valeurs communes avec les États-Unis. Et l'idée de ne pas troubler Donald Trump et de ne pas le provoquer reste évidemment pour, en tout cas une majorité d'États européens jusqu'ici, la ligne à suivre. Et on ne voit pas, effectivement, encore le pays qui se lève en Europe et qui dit, en tout cas suite à ce document, il n'y en a pas un qui a dit clairement c'est non, et nous estimons qu'effectivement il faut défendre à tout prix les valeurs qu'incarne l'Europe. Il y a peut-être la France qui dernièrement, notamment une ministre déléguée du ministère des Armées qui a pris la parole au Sénat. Il y a eu aussi Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui lui a essayé en tout cas, mais on en reparlera dans l'affaire Musk que je vous montrerai en fin d'émission, sur la réaction européenne justement. Nicolas Bellegarde, réaction timide de Calas, et encore je suis gentil dans le terme que je vais utiliser. On a Antonio Costa, le président du Conseil, qui a parlé lui d'ingérence. En fait, on ne sait pas très bien comment lui répondre au président américain, de peur que ce soit encore pire par la suite. Oui, je pense que déjà le texte il est ambivalent puisque il dit que on ne peut pas non plus se passer de l'Europe. Et le titre d'ailleurs du petit paragraphe de l'Europe, c'est promouvoir la grandeur européenne. Donc il y a quand même un message, je dirais, on tend la main, mais une main gantée avec des clous. Et donc il y a quand même une idée de guider la réaction européenne, y compris dans son appréhension de ce texte-là. Non, je pense qu'il y a différents écueils et peut-être des stratégies à éviter, celle notamment de l'indignation, parce qu'on a souvent vu ces dernières années que par rapport à Donald Trump, finalement les dirigeants européens s'indignaient durant une séquence relativement courte et puis se remettaient autour de la table à la Maison-Blanche ou ailleurs. Ici, je pense que Trump, il n'est pas que dans une provocation, finalement, il applique une stratégie qu'il estime cohérente et réagir par l'émotion, si ça, évidemment, c'est le choix des institutions européennes, en fait, c'est rater l'essentiel, puisque le recentrage américain, il était prévisible, pas depuis 2 ans, il était prévisible depuis 20 ans. Il y a eu l'Afghanistan, il y a eu le pivot asiatique, il y a eu la désindustrialisation, il y a eu la montée chinoise, et finalement, Trump, pas que des républicains, voilà, on a déjà Obama. Voilà, n'oublions pas Obama qui mettait les dirigeants européens sous écoute. Donc Trump ne fait qu'assumer pleinement toute une série de tactiques, je dirais, une emprise américaine qui jusque-là était omniprésente. Alors
je pense que l'indignation n'est pas une politique étrangère et n'est pas une réponse valable aujourd'hui. En fait, les Européens peuvent parfois parler d'éthique, mais les Américains, eux, on le voit aujourd'hui très clairement, ils parlent de puissance. Et les deux registres, en fait, ne se contredisent pas, mais remplissent des fonctions totalement différentes. Et donc, ici, je pense que l'Europe, elle doit répondre par une stratégie de défense, et elle est en train de le faire, par une stratégie industrielle. Elle est peut-être pas en train de le faire, mais en tout cas, il y a très clairement des choses à faire, et par une stratégie énergétique. Et là aussi, il y a des éléments qui sont pointés dans ce texte. Donc, le dernier point, c'est sur les valeurs, parce que souvent, la réponse des institutions européennes, c'est nous sommes dans un espace politique qui défend des valeurs. Les valeurs, elles pèsent uniquement lorsqu'elles sont portées par des capacités réelles. Et donc, à un moment, il faudrait peut-être aligner, en tant qu'Européens, notre discours universaliste avec nos moyens militaires, industriels, stratégiques. Sinon, effectivement, on produit des normes et les autres produisent une nouvelle réalité géopolitique. Pas faute de l'avoir rappelé, depuis au moins l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine. J'aimerais vous montrer une image, parce que c'est vrai que Nicolas Begart a parlé d'emprise de Trump aujourd'hui sur le continent européen. Il y a chaque année, évidemment, les personnalités de l'année, et puis il y a Politico aussi qui sort ses personnalités de l'année. Eh bien, regardez justement, parmi les 28 personnalités les plus influentes en Europe en 2026, regardez, assez étonnamment, c'est lui, Donald Trump, qui occupe la première place. Et puis regardez encore ce qu'il a dit, c'était, je pense, hier ou maximum avant-hier. Écoutez le président américain. The European nations are reporting that your president might as well be the leader of the European nations also. They listen to us and they respect us like they've never respected us before. Et puis il y a un document qui a fuité aussi sur le Make Europe Great Again, où d'une certaine manière les Américains essaieraient de voir des pays de l'Union européenne quitter l'Union. On parle de l'Italie, on parle de l'Autriche, on parle de la Pologne et on parle évidemment de la Hongrie de Viktor Orban. Stéphane, je pense qu'on a plus peur vis-à-vis de lui aujourd'hui. Comment est-ce qu'on répond à l'homme le plus influent d'Europe selon Politico, selon vous? Mais en fait, de nouveau, Donald Trump, il ne déteste pas les Européens, puisqu'il n'arrête pas d'en parler. Encore là, voilà, on m'appelle comme étant... Donc, et il fait souvent référence... Il dit aussi qu'on appelle le papa de l'OTAN. À ses propres racines européennes. Non, ce qu'il déteste, c'est l'Union européenne. Donc il y a une différence très claire à faire entre cet espace à nouveau multinational que représente, et multilatéral, à nouveau tout ce qu'il est que représente l'Union européenne, et les nations européennes qui, dans son document et dans tout ce qu'il dit, n'ont de salut que si elles retrouvent leur souveraineté et si elles retrouvent leur civilisation. Encore faut-il définir ce qu'est la civilisation européenne. D'ailleurs, je vous coupe, Stéphane, mais c'est plus en accord avec ce que pourrait penser Vladimir Poutine au niveau des valeurs que pourrait penser un dirigeant européen. Il y a un grand désaccord, évidemment, entre ce que nous avons comme valeurs, c'est-à-dire les valeurs basées sur l'état de droit et la démocratie. Progressisme aussi. Et en fait, les États-Unis qui s'estiment en période d'attaque frontale et pour qui, en fait, l'Occident est une ligne de défense de nous. De défense qui passe par le christianisme, qui passe par la puissance et qui passe justement par une espèce d'identité et d'unité ethnique et raciale presque sur le continent européen qui sinon se voit disparaître. Donc en fait, le grand malentendu, il est là-dessus. Il est évidemment sur deux visions qui sont une qui est une vision de nouveau souverainiste où toutes les nations, la France, le Royaume-Uni, toutes ont une place pour peu qu'elle s'aligne sur la vision MAGA, parce que finalement on ramène à ça, qui est cette vision à nouveau totalement défensive d'une société, d'une civilisation en danger, qui ne peut se sauver elle-même que si elle se racrapote, certains diront au contraire si elle s'accroche finalement à des lignes, mais qui sont des lignes de défense civilisationnelle extrêmement réduites, extrêmement restreintes, et dans lequel en tout cas l'état de droit et tout ce qui en découle, et la démocratie en tant que telle, ne sont absolument pas une finalité. Ouais, d'ailleurs, il a dit encore hier, Donald Trump, quand je vois que Xi peut prendre n'importe quelle décision et que tout le monde l'écoute, ça laisse aussi rêveur. Alors évidemment, on va pas promouvoir ici le modèle chinois. Un mot, Stéphane, parce que c'est vrai qu'on a déjà parlé de cet appel du pied des Américains qui parlent d'une dose d'optimisme avec ces partis patriotes, ces partis d'extrême droite, mais sur l'Ukraine, ici les Américains nous disent à nous, les alliés européens aujourd'hui, ils ont des attentes irréalistes. Évidemment, le Kremlin applaudit et dit que ça va être directement dans la ligne de ce qu'ils pensent. Que dire de plus finalement, Stéphane? Une Amérique de Trump plus proche d'un Vladimir Poutine et de son pays que de nous? Voilà, de dire qu'on n'a peut-être jamais été aussi près d'une forme de capitulation de l'Ukraine, puisqu'en fait ce qui semblait être totalement inaccessible, inacceptable, indéfendable du point de vue des Ukrainiens, aujourd'hui semble petit à petit s'intégrer dans le discours,
pris la cession, puisqu'on en parle ces jours-ci pour la première fois de la part des Ukrainiens, de la cession de territoire à la Russie, sur évidemment des modèles à développer, avec des élections et avec un référendum, on pourrait essayer de gagner du temps, mais en tout cas le principe y est intégré, et y compris d'ailleurs le principe d'élection à nouveau présidentielle, qui était impossible jusqu'ici, lié à la loi martiale qui existe. Donc ça montre évidemment que la pression elle est maximale, prise en étau à nouveau entre les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, et que l'Europe aujourd'hui ne fait que mettre des ajouts et finalement gratter avec un bic les plans américains et qui correspondent aux plans russes. Mais on attend à nouveau, et on ne l'a jamais eu, et on ne l'aura donc pas. Et les Européens eux-mêmes, à commencer par le ministre des Affaires étrangères français, qui l'a déclaré ces jours-ci aussi, dit qu'on n'a jamais été aussi près de la paix en Ukraine, sous-entendu la Pax Americana, qui semble quand même s'imposer malgré tout. Ouais, Nicolas Beillard, c'est vrai qu'on parle ici d'un alignement aussi des valeurs entre Moscou et Washington. Il y a un alignement aussi du business, parce qu'on rappelle que dans le document proposé par les Américains, et je rappelle à ceux qui ne suivent pas chaque semaine, traduit du russe vers l'anglais, ça on peut le prouver aujourd'hui, il y a cette idée de normaliser les relations avec la Russie. Finalement, Trump, c'est ce qui l'intéresse, c'est les valeurs et le business. On peut le résumer à ça dans cette affaire-là. Oui, et je dirais, on est passé de la Pax Americana à la Pax MAGA. Et la Pax MAGA, c'est une Pax, une paix transactionnelle. Donc c'est vrai qu'il va critiquer les Européens en disant que vous mettez énormément d'argent dans le prolongement de l'effort de guerre. Il a peut-être raison sur un point, c'est qu'on ne sait toujours pas pourquoi on donne cet argent, mis à part pour aider les Ukrainiens. On ne sait pas si c'est pour leur faire gagner la guerre, pour leur faire pas perdre la guerre. On n'a pas vraiment de plan dans son cadre et dans son storytelling, c'est une sorte de fuite en avant et un prolongement de l'effort de guerre, avec derrière une incapacité budgétaire des États européens à tenir le coup. Parce que ça aussi, et donc pour Trump, en fait, la séquence finale, si on lit entre les lignes, c'est un accord direct Washington, Moscou, éventuellement Kiev, et une reconstruction ensuite qui est payée par l'Europe. Donc il y a encore du budget nécessaire pour ça, mais il impose surtout, et ça c'est peut-être un élément très important, un redécoupage du monde. Et c'est pour ça aussi que les États-Unis se retirent, parce que finalement les États-Unis vont devenir une puissance hémisphérique, et on parla tout à l'heure du Venezuela, et non plus le gendarme du monde. Et ce changement de cadre, il est en soi déjà un acte de puissance. Et pour revenir au point vraiment civilisationnel, ce qu'il reproche avant tout aux Européens, c'est de ne pas avoir de plan, c'est de ne pas avoir de feuille de route, et en plus d'être un acteur sans instinct de survie. Donc d'une certaine manière, vous défendez l'Ukraine corps et âme, mais vous-même n'avez plus d'instinct de survie. Donc oui, il y a un risque d'effacement stratégique de l'Europe, et finalement l'OTAN aussi, telle que nous la connaissons, elle est en quelque sorte aussi terminée. Ouais, on rappelle que dans ce document, il y a aussi évidemment des critiques sur la liberté d'expression, sur la censure, ce qui est quand même un petit peu gros quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Vous voulez rajouter quelque chose en quelques secondes, Stéphane? Très rapidement, en fait, il n'y a pas qu'une Amérique qui est celle de Donald Trump. Voilà, les républicains alliés aux démocrates à la Chambre de représentants ont voté une loi dans laquelle ils bloquent toute capacité de sortie des troupes américaines qui sont présentes aujourd'hui sur le territoire européen. C'est-à-dire qu'il existe encore quand même dans la classe politique américaine et dans le parti républicain, le parti de Donald Trump, quand même un groupe très important pour qui la Russie reste l'adversaire et pour qui la présence des forces américaines en Europe pour défendre l'Europe est un élément essentiel de la stratégie américaine. Et au plus Donald Trump va s'affaiblir en politique intérieure liée à sa situation économique, au plus vous allez voir ressortir évidemment les causes de désaccords qui existent au sein du Parti républicain dans les mois qui viennent. Ouais, on va en parler évidemment dans les prochaines semaines. Comptez sur moi pour vous le reproposer, évidemment, messieurs. On va se quitter quelques instants, mais restez bien avec nous. Avant de faire justement le tour de toutes ces images qui ont marqué l'actualité aux États-Unis, nous allons nous pencher sur ce rachat de la Warner par Netflix. Oui, et vous allez vite comprendre pourquoi. Planète Trump revient juste après ceci. Attention. Merci de nous suivre dans Planète Trump, la seule émission qui vous parle de politique américaine tous les vendredis soirs sur LN24 et puis quand vous le souhaitez sur YouTube évidemment. Avant de passer à notre What's Up America, nous allons présent regarder du côté de Hollywood où là aussi l'actualité est plutôt mouvementée. Depuis quelques temps, Netflix et Paramount se disputent le rachat de Warner Bros, de Harry Potter au Seigneur des Anneaux en passant par HBO. Le catalogue impressionnant du studio est au cœur d'un bras de fer commercial mais aussi politique car un dirigeant compte bien s'impliquer dans ce dossier, un certain Donald Trump. C'est la story de la semaine et elle est présentée par Clara Grégoire. Dans la story US cette semaine, la bataille pour racheter Warner Bros. C'est le sujet du moment dans le monde du divertissement. Qui va acquérir l'historique studio de cinéma et de télévision? Il y a quelques jours encore, la réponse semblait claire. Début décembre, Netflix et Warner Bros. Discovery avaient annoncé un accord de rachat, le tout pour 82,7 milliards de dollars. Notre mission a toujours été de divertir.
En combinant l'incroyable bibliothèque de Warner Bros avec nos titres qui définissent la culture comme Stranger Things ou Squid Game, nous pourrons le faire encore mieux. Mais l'opération doit encore être validée, notamment par les autorités de la concurrence. Et une personne compte bien peser dans cette affaire, Donald Trump. Le président américain a exprimé des doutes quant au rachat de Warner par Netflix. Selon lui, la plateforme de streaming aurait une très grosse part de marché, et cela pourrait poser un problème. Netflix is a great company, and they've done a phenomenal job. Ted is a fantastic man. I have a lot of respect for him, but it's a lot of market share. So we'll have to see what happens. Et son implication ne présage rien de bon pour Netflix, car Donald Trump pourrait utiliser son pouvoir pour privilégier un autre acquéreur, Paramount Skydance. Quelques jours après l'annonce de Netflix, cet autre géant de la télévision et du cinéma a fait une contre-attaque surprise. Sur la table, une offre d'achat pour tout le groupe Warner à hauteur de 108 milliards de dollars. What we're creating by putting these two companies together is a real competitor to Netflix, a real competitor to Amazon, a real competitor to Disney. Autre détail important, le patron de Paramount n'est pas n'importe qui. David Ellison n'est autre que le fils du milliardaire Larry Ellison, un proche de Donald Trump. Sans le dire ouvertement, le président pourrait donc s'imposer comme un soutien indirect à Paramount Skydance, même s'il assure qu'il est neutre. None of them are particularly great friends of mine. You know, I want to do what's right. Alors quels prétendants choisiront les actionnaires, pour l'heure difficile de savoir. L'offre d'achat de Paramount, elle, doit expirer le 8 janvier 2026, sauf prolongation. Nicolas Beguert, faut-il comprendre que dans l'Amérique de Trump, Hollywood aussi est un enjeu politique aujourd'hui ? Oui, puisque Hollywood produit des imaginaires. Et les imaginaires aussi chargés de toute une série de valeurs, des imaginaires politiques. Et en quelque sorte, Netflix, dans ses productions, et ça a été aussi le cas il y a quelques années dans la bataille qu'a menée notamment le gouverneur de Floride à Disney, il y a effectivement l'idée qu'il y a un imaginaire en fait woke, ou en tout cas progressiste ou pro-démocrate, qui est diffusé ou qui infuse la production sur Netflix. Et de l'autre côté, on aura effectivement la constitution d'un empire qui serait lui peut-être beaucoup plus compatible avec l'imaginaire MAGA. Donc tout ça s'inscrit dans la guerre culturelle qui est menée par l'administration Trump et par le camp MAGA depuis le début de la campagne présidentielle, et avec l'idée aussi que un conglomérat Netflix et Warner créerait une sorte de monopole, notamment sur les contenus des enfants. Ça, c'est un argument qui est ressorti, et donc la formation des cerveaux qui là aussi échapperait éventuellement à l'écosystème et à l'influence du soft power MAGA. Et bien sûr, du côté de la gauche, en tout cas dans le camp progressiste, on dénonce plutôt les liens entre l'administration Trump et Paramount, et également des capitaux moyen-orientaux qui seraient également... oui, parce que donc le gendre, Kushner est présent avec son fonds d'investissement derrière, où là il y aurait des fonds qataris, émiratis et saoudiens aussi derrière. Voilà. Ouais, Stéphane, un mot quand même, parce que pour que les gens comprennent bien, au sein de la Warner, il y a évidemment la chaîne CNN. Est-ce que c'est pas ça finalement aussi l'enjeu derrière cette guéguerre aujourd'hui que se mènent Netflix et Paramount ? C'est un des enjeux. Maintenant, si on prend le big picture, comme on dit, c'est clair que la question de la concentration des médias dans un univers où les médias traditionnels donc sont en diminution structurelle depuis des années, et où, y compris les grands studios de cinéma, et où le streaming est devenu évidemment le fait dominant en termes de consommation des médias, c'est assez logique qu'il y ait une course évidemment à la concentration dans le domaine du streaming. Et à la base, c'est là-dessus que la tension est la plus grande sur le plan économique. C'est-à-dire HBO d'un côté qui appartient à Warner. HBO, c'est voilà, quelques-unes des plus grandes séries, oui, Game of Thrones, c'est des choses comme ça. Et au-delà des studios, de cinéma, il se fait que dans le package, il y a quelque chose de symbolique que nous connaissons bien en Europe, qui est CNN, qui est évidemment un point de fixation pour Donald Trump. Vous avez rappelé les petites audiences aux États-unis. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une chaîne gigantesque c'est aux une chaîne États-Unis. Que nous connaissons bien parce qu'évidemment CNN International est la déclinaison mondiale de CNN qui est diffusée, qui n'est pas d'ailleurs la même que celle qui est diffusée sur le sol américain par certaines émissions américaines qui sont relayées. Et celle-là effectivement véhicule, c'est vrai, ce point de vue libéral à travers la planète qui de facto incarne quelque part la vision du monde des États-Unis au travers de CNN. Donc c'est une importance qui est démesurée par rapport à l'audience américaine, qui est tout à fait
marginal. Je rappelle de nouveau que certaines émissions en Belgique francophone, marché de même pas 5 millions d'habitants, font plus d'audience que CNN sur le territoire global des États-Unis certains soirs. Donc c'est une chaîne qui est tout à fait marginale, mais qui a une importance idéologique sur le plan politique. Donc dans ce contexte-là, CNN, le fait pour Donald Trump, qui, comme tu viens de le dire, et vraiment, c'est une guerre globale, culturelle, qui s'attaque à tout. Rien n'est laissé de côté. Pas plus le cinéma que, on l'a vu, les arts, que les musées, que le narratif historique. Donc, dans ce domaine-là, CNN, c'est effectivement un symbole. Et le fait de pouvoir, dans le deal, virer la direction actuelle de CNN, virer l'ensemble des présentateurs et des journalistes, dont certains sont les seuls et derniers critiques ouvert dans les chaînes de télévision à attaquer directement Donald Trump est quelque chose qui ferait effectivement plaisir à Donald Trump. Mais la problématique de la fusion et de la concentration va bien au-delà, effectivement, de la seule chaîne CNN. Oui, mais selon le Wall Street Journal, Stéphane, David Ellison donc, aurait promis à Donald Trump que s'il s'emparait de la Warner, eh bien, il procéderait à des changements radicaux dans la ligne éditoriale, dans la direction aussi de l'une de ses filiales, à savoir évidemment, il l'a reconnu, CNN, qui est connu comme site très critique du président américain. Et pour l'instant, dans l'offre de Netflix, CNN n'est pas dedans, donc on verra ce qui se passe. Un mot quand même là-dessus. CNN, dans l'imaginaire Trump, dans le monde MAGA, c'est l'ennemi du peuple, c'est les fake news médias par excellence. Alors, en quelques mots, Nicolas Béguard. J'invite les téléspectateurs à aller rechercher cette vidéo d'il y a une dizaine d'années où c'est un montage déjà à l'époque, c'est la mémification de la communication de Trump où Donald Trump effectue une prise de catch sur quelqu'un qui, en fait, où on a remplacé sa tête avec le logo de CNN. Donc en fait, il y a une haine. D'ailleurs, c'est Scott McMahon, je pense. Oui, il y a une catch, WWE. Il y a une inimitié qui est sans fin pour cette chaîne et qui participe au soft power démocrate et c'est clair. Et alors effectivement, elle n'est pas regardée, mais elle compte pour beaucoup dans l'imaginaire politique américain et notamment dans le cadrage de l'actualité politique. Et on le sait notamment avec toute une série de présentateurs vedettes qui effectivement sont dans une guerre ouverte, en tout cas dans une critique permanente de l'action politique menée par le camp MAGA. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo postée par la Maison Blanche, c'était hier ou aujourd'hui. C'était le Père Noël qui va aller voir les mauvais enfants, avec évidemment toujours une liste de journalistes, dont notamment Jack Tapper, qu'on peut citer. Juste Stéphane, un mot parce que c'est important, il nous reste vraiment 2 petites minutes. Si Trump met la pression politiquement, parce qu'il a rappelé, ce qu'il veut éviter aujourd'hui, c'est une trop grande concentration, une sorte de monopole de Netflix dans le paysage audiovisuel américain. Est-ce que la FTC, qui est l'autorité de la concurrence américaine, est-ce qu'elle va lui écouter au doigt et à l'œil, ou est-ce qu'on a là, et je me marre en vous posant la question, une autorité totalement indépendante du président américain? C'est un autre grand changement, et ça se joue d'ailleurs à la Cour suprême pour l'instant, parce que c'est un des cas qui est à la Cour suprême, c'est-à-dire le droit donné au président Trump, mais à l'exécutif, de virer tous les patrons des grandes agences indépendantes de régulation et de nommer qui il veut. C'est en train de se jouer. Et la tendance de la Cour suprême serait plutôt de donner raison à Donald Trump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, le jeu il est tout à fait pipé, puisque le patron à la tête de l'organe de régulation qui est censé être tout à fait indépendant reconnaît et assume totalement le fait d'être aligné avec les positions idéologiques de Donald Trump. Ça a été le cas dans le cas de Jimmy Kimmel, entre autres, des présentateurs des fameux late shows qui ont été virés, où il s'est fait la voix, le porte-parole de Donald Trump, alors que normalement, ça n'entre pas du tout dans les compétences de cet organe de régulation. Donc oui, c'est un changement majeur à ce point de vue-là, c'est-à-dire que tout peut se faire aujourd'hui à partir du moment où il n'y a plus d'arbitre indépendant, et le seul arbitre est celui qui a des conflits. Dernière partie de Planète Trump, tour d'horizon des images qui ont marqué l'actualité de la semaine aux États-Unis. Place au What's Up America. Et on démarre ce What's Up America avec une actu qui fait écho à ce document de sécurité nationale américain qu'on a décrypté tout à l'heure. On va parler de Elon Musk parce que la Commission européenne a infligé une amende de 120 millions d'euros au réseau social X, écoutez bien, pour manquement à ses obligations de transparence. Alors de quoi on parle? On parle notamment de ce V bleu censé être un gage de crédibilité et censé nous dire aussi que ces profils ont été vérifiés. Alors ça c'était avant. Aujourd'hui, ces badges sont donnés sans distinction, sans vérification à ceux qui payent tout simplement. La Commission reproche aussi à X de ne pas communiquer
communiquer suffisamment d'informations sur ces publicités, notamment les identités des annonceurs et puis autre infraction au règlement européen, l'impossibilité pour des chercheurs agréés d'accéder aux données internes de la plateforme. Réaction d'Elon Musk, et réaction avec S, tellement il a posté là-dessus, le patron de X. L'UE a infligé cette amende déraisonnable, non seulement à X, mais aussi à moi personnellement. J'aime l'Europe, mais pas le monstre bureaucratique qu'est l'Union européenne. Les commissaires woke de la Stasi de l'Union européenne sont sur le point de comprendre toute la signification de l'Efes-Tresent. Il a même appelé au démantèlement de l'Union européenne en la comparant, écoutez bien, au 4e Reich, rien que ça. Et puis, il n'est pas le seul à avoir réagi. Il a été rejoint par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui évoque lui une attaque contre le peuple américain par des gouvernements étrangers. J.D. Vance, le vice-président de son côté, a dit que l'Union européenne devait soutenir la liberté d'expression plutôt que d'attaquer des entreprises américaines pour des idioties, même s'il n'a strictement rien à voir, rappelons-le, avec la liberté d'expression. Et puis Elon Musk a été rejoint par le président américain lui-même, qui a déclaré que l'Europe se dirigeait dans une très mauvaise direction. Réaction aussi, il faut le dire, de l'Union européenne par l'intermédiaire de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français. Écoutez. L'international réactionnaire a beau s'époumoner, nous ne nous laisserons pas intimider. Chez nous, la transparence s'impose aux grandes plateformes. La règle est la même pour tous. TikTok l'a accepté, X l'a refusé. La Commission européenne a sévi, elle a bien fait. Et ce n'est que le début. Nicolas Beggart, Elon Musk défie l'Europe, mais on comprend vite que derrière Musk, il y a toute l'administration américaine en fait. Oui, Elon Musk c'est un entrepreneur et en même temps rappelons-nous quand même que c'est à lui qu'on doit le fameux Doge dont on parle plus vraiment, mais qu'il regrette aujourd'hui. Il a dit à demi-mot. Oui, mais en tout cas qui est toujours opérationnel d'une certaine manière. Mais non, c'est vrai qu'on voit effectivement des figures comme Rubio et comme Vance qui dénoncent d'abord une atteinte aux plateformes américaines, parce que il faut quand même aussi se rendre à l'évidence qu'on n'a pas de X ou même de Meta européen. Donc ça c'est peut-être un premier problème. Et par exemple la Chine, elle, on le sait depuis de nombreuses années, a bloqué l'accès à toute une série de plateformes et à développer les siennes. Donc voilà, petite idée peut-être pour l'Union européenne. Et puis il y a bien sûr encore une fois cette réactivation de l'opposition entre la souveraineté américaine et la technocratie européenne, et c'est exactement le récit qui est cultivé dans la note stratégique à propos de l'Union européenne, avec aussi cette idée que l'Europe censure les oppositions, et on le sait très bien que aujourd'hui X est devenu une sorte de safe space pour toute une série de personnes qui se sont fait exclure ailleurs. Et puis bon, on voit aussi que Elon Musk n'est pas seulement, je dirais, actif sur sa plateforme, mais c'est aussi quelqu'un qui va présenter et corroborer la version officielle de l'administration Trump aujourd'hui, qui présente l'Union européenne comme un espace réglementaire dysfonctionnel et qui freine l'innovation, qui freine la liberté d'expression et l'innovation. Et donc là, très, très clairement, on va marteler qu'il y a une suffocation réglementaire en Europe et qu'il faut absolument démanteler cette machine bureaucratique. Donc très clairement, on a le premier opposant aujourd'hui, quelqu'un qui est un adversaire virulent, bien plus virulent d'ailleurs que Donald Trump vis-à-vis de l'Union européenne. Ouais, il était loin sur le réseau avec le drapeau européen qui se déchire, on peut voir un drapeau nazi derrière, on se rappelle de lui aussi et son soutien à l'AfD, à Tommy Robinson au Royaume-Uni, ou encore évidemment lors de l'élection roumaine qui avait vraiment défrayé la chronique. Autre actualité qui a rythmé cette semaine, on parle d'un acte de piraterie internationale. Regardez ces images absolument hallucinante. Regardez, justement, des soldats américains qui s'emparent d'un pétrolier vénézuélien, un navire qui va être redirigé vers un port américain pour en saisir le pétrole. On va quand même rappeler que le Venezuela est soumis à un embargo depuis 2019 et que donc Caracas est obligé d'écouler sa production sur le marché noir à des prix nettement plus bas, souvent vers la Chine d'ailleurs. Nicolas Maduro indiquait que Caracas allait lancer les actions juridiques et diplomatiques appropriées. Cette saisie par les forces américaines fait craindre une escalade, on peut le dire, dans la crise avec le Venezuela, alors que Donald Trump a menacé il y a encore quelques semaines de mener des opérations au sol. La Russie, de son côté, a apporté son soutien au régime de Maduro. La Colombie lui a même proposé l'asile. Et puis le président brésilien, il a affirmé hier avoir mis en garde le président américain. Regardez, il lui aurait dit « Trump, nous ne voulons pas d'une guerre en Amérique latine », ce à quoi aurait répondu justement le président américain « Mais moi, j'ai plus d'armes, plus de bateaux et plus de bombes ». Stéphane, nouvel exemple de Donald Trump qui ne s'embête plus trop avec les règles internationales, c'est la loi du plus fort, et on n'est plus tellement surpris finalement. Oui, avec un côté paradoxal, rappeler à nouveau que l'engagement de Trump, c'est de ne pas aller dans de nouvelles guerres, et une partie importante de nouveau de sa base. Alors il le justifie notamment Christine Noem qui dit voilà, on va sauver 170 millions d'Américains parce qu'on va arrêter la drogue. Effectivement, avec un des trois éléments. Le premier élément, c'est donc pas de guerre. Le deuxième élément, c'est à nouveau l'arrière-cour des États-Unis réaffirmé par le document de sécurité nationale, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Europe. Mais en tout cas,
c'est clair qu'il n'y a pas le moindre respect pour l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, qui est vraiment l'arrière-cour et qui appartient au niveau stratégique aux États-Unis. Et on en a effectivement une illustration. Et puis, effectivement, la manière dont c'est intégré dans la politique d'une violence absolue contre les supposés narcos, puisqu'à nouveau, on n'a toujours pas la preuve que les 80 et des morts dans les embarcations qui sont supposées transporter de la drogue dans le Pacifique au large des côtes des Caraïbes sont bel et bien des trafiquants de drogue, mais ça rentre dans le cadre évidemment de la lutte impitoyable contre l'immigration. Mais là encore, on voit apparaître les fissures du côté républicain, parce qu'à nouveau, il n'y a pas eu de déclaration de guerre officielle, il n'y en a pas non plus contre le Venezuela, avec un risque de dérapage, que le Congrès est dépossédé, donc le Parlement américain est dépossédé d'une prérogative importante qui est celui de déclarer la guerre. Et là, ici, à nouveau, à partir du moment où les Américains ont désigné les narcos comme des terroristes et donc des ennemis combattants des États-Unis, eh bien, on est dans une situation qui peut s'apparenter à la guerre. C'est ce que justifie d'ailleurs le ministre de la guerre, le secrétaire de la guerre Exet. Donc, on est dans ce contexte-là. Et là, on voit bien qu'un début, modeste, de rébellion à nouveau au sein d'une partie du Parti républicain qui ne veut pas de nouvelles aventures, soi-disant au nom de la simple protection du jardin américain au Venezuela. Venezuela, de nouveau, qui n'est pas le plus actif sur le plan du trafic, puisque la Colombie, on l'a déjà répété, est beaucoup plus active en termes de volume de trafic de cocaïne. Et il commence à menacer la Colombie directement. Président colombien, d'ailleurs, qui est sous sanction par Donald Trump. Quelques mots, Nicolas Bayart. Non, moi je voulais souligner vraiment ce recentrage hémisphérique. Il est vraiment très clairement apparu dans cette note, et ça, il faudra vraiment le garder en tête avec les réactivations de ce qu'on appelle la doctrine Monroe, c'est-à-dire une pression commerciale aussi sur ses partenaires. On l'a vu avec le Canada, on a beaucoup parlé de ça ici, et la volonté d'encadrer, en tout cas de mettre au pas l'Amérique latine, et surtout affronter la présence chinoise dans toutes les infrastructures sud-américaines. Donc il y a aussi une guerre proxy qui est menée à la Chine par cette présence, et aujourd'hui qui se manifeste par cette violence. Ouais, d'où l'importance de ce document stratégique qu'on a évoqué évidemment en tout début d'émission. Facile à lire, tout le monde peut le lire. Oui, ça va vraiment. Il est disponible en ligne, il est très facile à lire. Et puis pour terminer, on va revenir à l'intérieur des frontières américaines avec cette nouvelle onde de choc. Une démocrate, oui, a été élue maire de Miami. Une première pour le parti depuis 28 ans. La victoire de Helen Higgins face à un républicain soutenu par Trump vient donc prolonger une série de succès démocrates dans différents scrutins aux États-Unis ces dernières semaines. Et elle devient la première femme jamais élue à la tête de la ville de Floride. Rappelons que le candidat républicain avait remporté les élections municipales de 2021 avec 67 points d'avance. Et puis les images que vous voyez à l'instant, juste avant, c'était sa toute première interview après sa victoire. Qu'est-ce que votre victoire justement révèle au niveau national ? Eh bien, réponse de la nouvelle maire de Miami. My win says, I believe, that when you get elected, as I did in 2018, if you do what you say you're going to do, focus on what the people really need. In the case of Miami, they want a Miami that's more affordable. We are also the front line on climate change, and so we need to make sure our streets aren't flooding. We've got to support small businesses. And in this day and age, they need a local government that talks about people respectfully. Des arguments qu'on n'avait plus entendus depuis très longtemps, notamment sur le réchauffement climatique. Stéphane, finalement, une victoire démocrate dans la continuité de ce qu'on dit depuis 2 semaines, depuis peut-être même Dany. Oui, avec un appel spécifique dont elle ne parle pas. Ce qui est étonnant, c'est la démobilisation complète de l'électorat latino, l'électorat sud-américain d'origine cubaine, dont pourtant Marco Rubio, le secrétaire d'État, est issu, et qui manifestement en veut énormément à la politique sans la moindre distinction menée par ICE vis-à-vis des immigrants illégaux sud-américains et la violence. Et donc, il y a un retournement, en tout cas d'une partie de cette communauté latino qui s'était plutôt rapprochée, et certainement en Floride s'était rapprochée des républicains, et qui semble, en tout cas en partie, s'en distancier, surtout les jeunes, et qui n'ont pas été votés, effectivement, lors de cette élection. C'est à nouveau un signe, et à nouveau, pour montrer les failles, à la même heure, dans l'Indiana, État super républicain, où il n'y a que 2 élus démocrates et qui étaient en train de redessiner les fameuses circonscriptions dans la perspective des élections à mi-mandat de 2026, eh bien, il y a eu une rébellion d'une vingtaine de sénateurs républicains qui ont voté contre le redessinage des 2 circonscriptions de l'Indiana et ont dit non à Donald Trump, qui avait mis pourtant le paquet pour essayer de les convaincre. Même J.D. Vance était descendu plusieurs fois dans l'Indiana plusieurs fois pour essayer de convaincre et de les mettre
mettre sous pression, en les menaçant de les mettre face à des autres MAGA lors des élections primaires. Eh bien, rien n'a fait. Il n'a pas, ce plan n'est pas passé. Et un autre qui doit avoir lieu dans les jours qui viennent dans le Missouri risque de ne pas passer non plus. Donc, il y a quand même des choses qui se passent aujourd'hui dans cette unité qui semble quand même petit à petit de plus en plus de façade autour de Donald Trump. Un dernier mot pour vous, Nicolas Bégard, parce que le symbole, il est fort quand même. Oui, Miami, c'est aussi le bastion ou la vitrine du Trumpisme latino, donc anti-Cuba, anti-Venezuela, pro-business. Et c'est vrai que le basculement vers une maire démocrate montre aussi une fatigue peut-être d'une partie de la ville vis-à-vis du récit permanent d'état de siège et avec une contre-narration qui est en train de se mettre en place dans ces villes et au niveau local. Bon, merci à tous les deux. Toujours un plaisir de vous entendre parler de politique américaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette année 2025. Merci à Richard Dehulf et à l'ensemble des équipes. Merci à vous de nous suivre aussi religieusement tous les vendredis soirs et puis sur YouTube évidemment. Moi je vous retrouve dimanche 18h avec Jim Close, un célèbre diplomate européen, pour revenir notamment sur ce document de sécurité nationale américain. Puis je vous retrouve lundi à 22h avec Nicolas Pipin dans Le Monde de Rien. Excellente soirée et très beau week-end sur les banquiers.